Alors Guillaume, tu es un ancien sapeur-pompier professionnel. Tu entres dans le milieu des pompiers en 1999 comme jeune sapeur-pompier, puis pompier volontaire et ensuite pompier professionnel. Tu passes 8 années au GRIMP, donc groupe d'intervention en milieu périlleux, qui maintenant est appelé le SMP. C'est une petite équipe, pour ceux qui connaissent pas, qui est entraînée pour maîtriser les techniques de sauvetage en hauteur ou en spéléo. Et puis tu te passionnes ces dernières années de ta carrière pour les dynamiques collectives, ce qui t'a amené aujourd'hui à accompagner dirigeants, managers et leurs équipes. Alors du coup, Guillaume, qu'est-ce que dans ton expérience de pompier et plus précisément du GRIMP, qu'est-ce que tu as appris sur ce qui rend une équipe vraiment coopérante? Merci déjà pour votre accueil. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu apprendre, et puis forcément c'est mis un petit peu à la lumière de tout ce que j'ai découvert et étudié sur les dynamiques collectives, puisque il y a 10 ans je voyais peut-être pas les choses exactement de la même manière, mais c'est ça qui est particulièrement intéressant. Je dirais que quand on voit la vidéo, on attend un petit peu la voix du journaliste un peu grave, et les super-héros vont arriver. Ça me fait toujours un peu rire. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de super-héros chez les pompiers. Et d'ailleurs, quand il y en a un qui veut se prendre un peu pour un super-héros, il est dangereux. Pour l'équipe, pour lui. Donc, ce qui fait qu'on est capable d'aller dans ce genre de milieu, de situation, c'est la culture dans laquelle les équipes évoluent. Et cette culture, un des éléments essentiels, c'est la coopération. Puisque chacun est garant de l'autre. On travaille toujours en équipe, en binôme. Donc cette culture, voilà, je dirais que c'est un petit peu l'écosystème dans lequel on évolue. Et puis là, ce soir, ce que je vous propose, c'est de développer, on va dire, trois axes un petit peu qu'on peut retrouver. Le premier, c'est un cadre. C'est un cadre clair. Alors pour moi, il y a 2 mots importants là-dedans, cadre et clair. Forcément. Alors les 2 sont aussi importants en fait, parce que quand c'est flou, ça crée de la tension. De là, plus loin, tension. Quand c'est flou, chacun veut jouer un petit peu avec ses règles. On va dire, l'humain fait ça assez naturellement. Et voilà, chez les pompiers, c'est vraiment pas quelque chose de possible. Donc, en général, ça va, on a quand même un cadre qui est assez clair. Et j'aime bien voir le cadre, et même si c'est une institution qui est quand même assez militaire, on va dire, dans le fonctionnement, je vois plus le cadre comme une piste de ski avec des jalons. Et ces jalons, ils délimitent la liberté qu'on a au sein de ce cadre. Et alors bien sûr, une liberté en respectant certains codes, hein, sur une piste de ski, avant de faire un virage, on regarde au-dessus, voilà, il y a des choses sur lesquelles on doit faire attention, bien entendu. Mais ce cadre, il permet de créer de la sécurité. Et Myrto, tu parlais de la confiance. Moi, je dirais que sécurité et confiance, c'est vraiment ce sont un peu mes 2 maîtres mots. Je dis sécurité parce que on est des humains avec un système nerveux, un peu un pilote automatique. Et lui, il fonctionne comme ça. Sécurité, insécurité. Si c'est pas sécure, j'y vais pas. Et je vais plutôt être dans le repli. Et puis, les émotions qui vont naître, ça peut être émotions ressenties, hein, colère, frustration, désengagement. Et
Quand je me sens en sécurité, c'est là où je suis dans l'ouverture aux autres, dans la création du lien. Et puis ça va plutôt être des émotions, voilà, d'ouverture, de joie, d'engagement, ce qu'on cherche quand même beaucoup dans les équipes. Et même chez les pompiers, hein, on a aussi des personnes qui sont plus ou moins engagées, qui sont plus ou moins proactives. Sur intervention, vous voyez pas la différence. Mais on n'en parle pas dans les infos, mais il y a des interventions qui se passent plus ou moins bien. Alors aux infos, vous allez voir 2 appartements ont brûlé, les pompiers ont réussi à arrêter le feu, mais nous on sait que on aurait pu peut-être en sauver un. Bon, après on fait du retour d'expérience et on apprend. Donc voilà, ce cadre il est important parce qu'il met de la sécurité. Et la sécurité amène de la confiance et la confiance de la coopération plus facile. Dans un fourgon d'incendie, un FPT, on appelle ça un fourgon pompe-tonne, il y a 6 places. Et donc à l'avant, il y a le conducteur et le chef d'agré, et à l'arrière, il y a 2 binômes, avec un chef et un équipier à chaque fois. Chaque siège dans le camion, c'est un poste c'est une fonction, une série d'actions à mener. Et donc ça, c'est le cadre qui est fixé. Quand on arrive sur intervention, le chef, il va donner un code. Un peu comme on pourrait annoncer une formation au rugby, voilà. Alors c'est pas 0, 3, 10, c'est quelques mots, mais c'est un code. Et à ce moment-là, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et ce qui permet à chacun de bosser en sérénité. Par exemple, le chef et l'équipier savent exactement quel coffre ouvrir, quel tuyau prendre. On connaît les coffres par cœur, hein. On n'ouvre pas 3 coffres pour aller chercher un matériel. C'est de la perte de temps. On essaie de gagner chaque seconde. Et le chef doit pas se soucier que l'équipier ait pris le bon nombre de tuyaux. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des règles du jeu avec lesquelles on joue tous ensemble. Et comme ça, quand on arrive au point d'attaque, le chef il sait qu'il déroule son tuyau, il branche sa lance, il dit ouvrez et l'eau va arriver. Donc ça vraiment c'est ce qui permet derrière d'être efficace. Alors ça pourrait paraître difficilement comparable à une activité dans une autre organisation, dans une entreprise, mais en fait on peut tout à fait venir transposer, parce que oui, on n'est pas toujours sur des vies, même s'il y a certains métiers qui sont quand même vraiment importants pour la population, surtout dans le secteur social, voilà, en termes d'efficacité, et puis même pour l'énergie de chaque collaborateur. Voilà, donc cette notion de confiance dans le fait que chacun tienne les règles du jeu ensemble. Ensuite, pour pouvoir tenir les règles du jeu, il y a aussi la maîtrise des compétences, on va dire individuelles. Et c'est quelque chose que je voulais vous dire au début, la coopération, ça peut être une valeur qui est inscrite sur un mur à l'entrée ou sur un drapeau, ça peut être une stratégie aussi. Et pour moi, c'est une compétence collective qui se développe et qui s'entraîne, comme on disait tout à l'heure. Et donc, la maîtrise des compétences, elle est importante. Là, par exemple, vous voyez sur la vidéo, à un moment, on voit un sauveteur qui remonte le long des falaises avec une civière, ou alors on les voit descendre aussi avec la civière. Quand on a la civière, on n'est pas autonome. C'est pas nous qui gérons la montée et la descente. Quand on descend dans un puits, par exemple, c'est pareil, on n'est pas autonome, parce que si jamais il se passe quelque chose, il faut qu'on soit accroché pour qu'on puisse le remonter. Donc, la confiance, à ce moment-là, elle va passer par le fait que je sache que mes coéquipiers maîtrisent leur sujet. Ça m'est déjà arrivé d'être avec des coéquipiers en qui j'ai plus ou moins confiance, parce que des fois on a des jeunes aussi qui viennent d'arriver, il faut qu'ils apprennent le métier, et il n'y a pas de problème à avoir des niveaux de maîtrise différents à partir du moment où c'est assumé. Si là où ça devient dangereux, c'est si on ferme les yeux et qu'on se dit c'est bon, c'est des pompiers, tout le monde est à le même niveau de compétence. Mais donc c'est pas le cas, il y a des jeunes, des moins jeunes, donc voilà. Donc ça, la maîtrise des compétences, elle permet vraiment, encore une fois, de créer de la sécurité, et puis de pouvoir se concentrer. Là, par exemple, le sauveteur qui monte, lui, son job, c'est d'écarter la victime de la paroi. C'était rarement moi, parce qu'on met plutôt les grands. Moi, ma force, c'était plutôt de me faufiler ou d'aller dans les accès plus compliqués. Et donc lui, voilà, il doit être concentré sur la victime, il doit toujours tout vérifier pour que ce soit bien, il donne des informations pour dire si le débit est correct. Et ce qu'on voit pas sur la vidéo, c'est qu'on a le mât de déport qui écarte la corde de la façade, mais derrière il y a aussi normalement au moins 2 personnes
qui agissent avec un dispositif, avec des treuils, des palans, enfin qui s'occupent de la remontée, qui sont à l'écoute du chef qu'on voit au niveau du mât, qui lui coordonne toute l'activité. Et à ce moment-là, à partir du moment où la victime décolle du sol, comme on dit, là en général on décolle d'1 mètre, on arrête tout, on contrôle que le dispositif est bien en tension, et ensuite on envoie. Et à partir du moment où la victime décolle du sol, c'est silence absolu. Donc là, par exemple, si les règles ne sont pas respectées, on se retrouve avec un problème. Donc surtout que des fois on est un petit peu loin, on a des moyens radio qui fonctionnent plus ou moins bien, voilà. Donc je reviens sur le respect des règles, mais voilà un petit peu le déroulé. Donc voilà pour la notion de compétence, ce que je voulais vous dire un peu là-dessus. Après, un dernier point qui est vraiment important pour moi, et justement c'est un temps des fois qu'on a du mal à prendre dans les organisations en général, c'est l'entraînement. C'est de s'entraîner à collaborer. Parce que, je vous disais tout à l'heure, pour moi c'est une culture, en fait, la collaboration, la coopération, ça fait partie de la culture d'entreprise. Et une culture, en fait, un cultivateur, qu'est-ce qu'il fait? Il répète des gestes pour faire pousser ses plantes. Et en fait, l'entraînement, c'est la même chose, c'est de répéter des gestes pour pouvoir maintenir cette culture, en fait, qui est la collaboration, la coopération. Et répéter les gestes, je vous reparle encore de la sécurité, mais en fait, pour pouvoir maîtriser quelque chose, pour pouvoir se sentir en sécurité à les mettre, à se mettre en action, il faut sentir quand même une certaine maîtrise de ce qu'on est en train de faire. Surtout que quand on est soumis à du stress, et peu importe les années d'expérience qu'on a, le contexte peut créer du stress. Vous pouvez imaginer, même si là, celui qui est en train de monter et qui est le long de la grue à 150 mètres de haut, le plus dur c'est la mise au vide. Une fois qu'on est en tension et qu'on a l'habitude, ça va, ça se gère plutôt bien. Enfin, si vous avez le vertige, vous faites pas ça de toute façon. Mais quand on est en moment de stress, on a ce qui s'appelle un effet tunnel qui se crée. Donc voilà, notre corps va déjà commencer à irriguer que les zones qui sont vitales. On va avoir du mal à prendre des décisions. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on revient à son dernier niveau de maîtrise. Donc si vous avez fait un beau séminaire sur la coopération pendant 3 jours avec vos équipes, que tout le monde est reparti galvanisé, mais c'est pas pour autant qu'il y a une maîtrise de ce nouveau système. On revient dans son quotidien, et au moindre moment de stress, si moi mon habitude c'est de virer tout le monde et de bosser tout seul, je vais revenir à ce que je sais faire, parce que c'est mon moyen de répondre. Donc l'entraînement, pour moi, il est vraiment important pour ce genre de choses. On s'entraîne, par exemple, à aller chercher quelqu'un qui saute à l'eau. Enfin, qui saute à l'eau, qui est en train de se noyer, on va dire. Nous, on va sauter à l'eau. Et en fait, ce qu'on apprend, la première chose, c'est que si vous essayez d'approcher quelqu'un qui est en train de se noyer, d'ailleurs, j'en profite pour vous donner le conseil, il va s'appuyer sur vous et c'est vous qui allez finir noyé. Ça doit être la personne la plus gentille du monde, vous, moi. En fait, à ce niveau de stress-là, et le premier qui arrive, il s'appuie dessus pour le noyer. Donc, on apprend des techniques pour se dégager, ou en général, on n'arrive pas par devant, ou on laisse un peu se noyer. Le temps que la personne... ça va dépendre du gabarit, ça va dépendre... Je savais que ça pourrait faire rire. Ma femme, quand je lui ai dit que j'allais dire ça, elle me dit « T'es sûr que tu dis ça ?» Mais oui, en fait, l'objectif, c'est de la sauver. Si elle m'attrape, objectif, ça risque d'être compliqué. Donc voilà. Voilà, ce qu'on apprend, c'est que la personne, elle va chercher à s'appuyer sur quelqu'un pour sortir de là. Mais imaginons que on ait pris 2 personnes et qu'on les ait jetées à l'eau en entraînement régulièrement, en leur disant votre objectif c'est de trouver un moyen de vous en sortir ensemble. Et qu'elle l'ait fait plusieurs fois. Le jour où ça leur arrive vraiment, imaginons que ce sont des marins par exemple, donc ils sont tout le temps sur l'eau, et il y a de grandes chances qu'un jour, il y en a peut-être un qui finisse à l'eau. Le jour où ils sont vraiment confrontés à la situation, naturellement, ils vont aller chercher les ressources qu'ils connaissent, et celles qu'ils connaissent, c'est les méthodes qu'ils auront développées, je peux pas vous dire lesquelles, mais pour pouvoir s'en sortir ensemble. D'où l'intérêt vraiment de l'entraînement régulier. Et ce que je voulais vous dire aussi à ce sujet-là, c'est que on s'entraîne et on travaille parfois avec des personnes, tu le disais tout à l'heure,
on peut s'apprécier beaucoup et pas forcément bien bosser ensemble. Et on peut aussi ne pas s'apprécier et bien bosser ensemble. On n'apprécie pas toujours nos collaborateurs et vouloir faire en sorte que tout le monde s'aime, peut-être que c'est un peu idyllique. Et qu'est-ce qui va me permettre de bien travailler avec quelqu'un que j'apprécie pas spécialement? Bah, c'est comme je vous disais qu'on fonctionne ensemble dans le même cadre, que on maîtrise chacun nos compétences, et puis qu'on sache un petit peu à quoi s'en tenir par rapport à l'autre. Et aussi l'intention dont tu parlais. En fait, on est un groupe d'êtres humains qui venons tous d'endroits différents, mais qu'on doit fédérer autour d'une mission commune. Donc, est-ce que la mission est claire pour tout le monde? Est-ce que tout le monde sait ce qu'il a à faire? Comment est-ce qu'on va travailler ensemble? Voilà, c'est vraiment un élément important. Parfois, pris dans l'action, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place. Même chez les entraînements pompiers, hein, ça a beaucoup évolué. La parole, le fait de laisser les personnes faire un petit peu comme elles le sentent. Et puis ensuite, on revient et puis on voit un petit peu ce qui s'est fait. Comme je vous disais tout à l'heure, un cadre qui laisse quand même une certaine liberté. Parce que une fois que le binôme est dans le feu, le chef, lui, il reste à l'extérieur. Il rentre pas, sinon il peut pas coordonner. Et donc là, il doit avoir une confiance absolue dans son binôme, et le binôme doit être capable de prendre des décisions. On tombe sur une victime, qu'est-ce qu'on fait? Par l'escalier, par la fenêtre, les décisions, ils doivent les prendre seuls à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette notion d'habitude, et on n'est pas obligé de s'aimer à partir du moment où on sait ce qu'on a à faire et comment on doit le faire. Et je dirais un dernier point pour moi important, c'est et peut-être même encore plus dans les organisations, parce que bon, les pompiers, on va dire, c'est on se remet pas en question sur l'intérêt de ce qu'on fait en général, même si des fois ça peut être noyé dans tout ce système hiérarchique pyramidal, mais on se remet pas trop en question sur la légitimité de ce qu'on fait. C'est vrai que certaines personnes peuvent se dire, moi mon boulot il a pas trop de sens, et pour aller fédérer ces personnes-là, il faut trouver des moyens. Et ce que je trouve très important, c'est de connaître sa valeur, de connaître sa contribution dans la chaîne de valeur, en fait. Parce que chacun a un rôle, et des fois, vous voyez, par exemple, en secours spéléo, quand une victime, souvent ça prend des heures, voire des jours, parce que la victime est très loin, et que elle a une jambe cassée, ou quelque chose qui fait qu'on est obligé de la transporter allongée. Elle est arrivée là toute seule, il va falloir la sortir. Et donc souvent, on va avoir, elle est par exemple à 300 mètres de profondeur, on va avoir un puits, une partie de méandre, hein, donc des parties étroites qui font ça, ensuite une rivière, ensuite voilà, plusieurs choses. Donc on a des ateliers. Donc le premier atelier, ça va être d'emmener la victime sur la civière jusqu'à un point. Ensuite, on fait une technique d'ascenseur avec des cordes pour la remonter, faire remonter le puits. Bref. Donc les équipes sont affectées à des ateliers, et il y a des ateliers qui sont plus ou moins sympas, plus ou moins valorisants, qui peuvent paraître pas être très comment dire, oui, proche de la victime, pas très utile entre guillemets, mais en fait voilà, chacun a vraiment sa place, chacun a vraiment son rôle, et avoir conscience que même si je suis juste là à devoir surveiller quelque chose, je contribue à la réussite du collectif, je contribue, à la réussite de la mission. Et donc voilà, je dirais cette conscience du collectif, cette conscience qu'on appartient à un tout. C'est vraiment un des éléments chez les pompiers notamment qui pour moi faisait vraiment sens, quoi. Après les attentats en 2015 parisiens, les casernes proches Paris, donc moi j'étais pas pompier de Paris, hein, j'étais pompier dans la Grande Couronne, on avait formé des unités pour pouvoir intervenir sur les attentats. Et moi, dans ma caserne, on était des unités d'extraction. Donc, c'est ceux qui rentrent, si je prends l'exemple du Bataclan, on a remis en scène pour travailler. En gros, c'est l'unité qui va, on a ce qu'on appelle la golden hour. C'est l'heure dans laquelle il faut tout de suite aller agir, parce que sinon, on perd une bonne partie des gens, en fait, qui vont malheureusement mourir, quoi. Et donc, c'est une unité qui rentre sur les lieux de l'attentat. Des lieux qui sont pas encore complètement sécurisés. On va dire, les terroristes sont plus dans la salle, mais ils sont pas encore attrapés, on va dire. Et donc on a la police avec des boucliers pare-balles,
qui est là pour sécuriser. Et puis donc 2 policiers, 2 pompiers, 2 ou 3 policiers, je sais plus, 2 pompiers, avec du matériel, brancard souple, chaises. Et en gros, bah, la police est là pour avancer, sécuriser. Nous, on est derrière avec nos gilets. Et puis on choisit les gens en fonction de comment on les voit. Et puis on choisit de les laisser ou de les emmener en fonction de ceux qu'on peut sauver, quoi. Et bah, ça, on s'entraînait avec la police parce que eux, leur mission, c'est de faire de la sécurité, et nous, c'est de faire du secours. Mais le pompier qui commence à faire un pas de côté alors qu'il doit rester derrière le policier peut plus assurer la sécurité du pompier. Donc c'est un problème. Et si le policier sait pas de quoi le pompier a besoin pour pouvoir, comme place pour pouvoir travailler, il sait pas quelle zone il a à sécuriser. Donc la coopération interservice, elle est vraiment importante pour que sur intervention, bah pour vous ça se passe au mieux parce que c'est déjà des moments terribles. Donc si en plus si t'as une désorganisation, c'est pas possible.